Eh bien, très chers amis, bonsoir. Comme prévu, nous nous retrouvons pour cette conférence qui a pris un petit peu de retard, mais qui, ô combien, peut être riche d'enseignements ce soir. Nous voici donc ensemble pour cette conférence intitulée « La colère a-t-il sa place dans mon couple ?» Nous allons encore quelques minutes laisser le temps aux gens d'arriver et nous nous mettrons Bezrat Hashem à l'étude dans quelques secondes dès que nous aurons une audience. Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez l'image du bon côté ou bien je suis à l'envers? Est-ce que quelqu'un peut me dire si l'image est du bon côté ou je suis de traviole? Donc apparemment, l'image est encore de travers. Nous allons de suite y remédier, très chers amis. Voilà, d'où l'importance de pouvoir bien se mettre en place pour pouvoir avoir une image qui correspond à l'écran. Encore quelques secondes et nous allons commencer ce direct, très chers amis. Comme je l'ai expliqué, nous avons ces derniers temps très peu fait de direct puisque nous nous sommes consacrés à cette idée qui s'appelle les restaurants. Ce sont des moments où nous rassemblons plus d'une soixantaine de personnes, hommes comme femmes, viennent en général, mari et femme, écouter nos shiurim. Et c'est pour nous l'occasion tout d'abord de se retrouver, de discuter ensemble d'un sujet qui en général est des plus importants et qui surtout donne l'occasion de pouvoir à la suite avoir une réflexion commune et surtout des questions et des réponses qui aident les personnes à pouvoir avancer dans leur couple ou bien dans leur éducation. Voilà pourquoi ces derniers temps, nous avons consacré notre temps à ce genre de shiurim. Je rappelle que nous le faisons à Marseille, mais que nous pouvons également le faire dans d'autres villes. Si vous voulez l'organiser, nous nous ferons un plaisir de nous déplacer avec notre matériel pour pouvoir justement diffuser la Torah, diffuser des idées qui des fois peuvent être simples, mais qui ô combien peuvent nous aider petit à petit à changer de perspective et de façon de penser. Parce que, comme on le dit très souvent, les gens grandissent avec des façons de penser, mais ces façons de penser, très chers amis, ne sont pas forcément celles qui conviennent quand on se marie. Comme je l'ai dit ce samedi soir encore dans une conférence, les gens rentrent sous la choupa avec leurs parents. Et quand on calcule, on a plus de 6 personnes qui rentrent sous la choupa. Mais ce n'est pas une simple entrée sous la choupa. C'est aussi une association psychologique. C'est-à-dire que quand une personne, très chers amis, rentre sous la choupa, elle va évaluer, elle va apprécier son conjoint selon l'exemple qu'elle a eu à la maison. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui a vu un père grandir d'une certaine façon, il a de fortes chances à penser que cette personne comparera inconsciemment
son père à son mari, et vice-versa. Une personne qui a vu sa mère grandir d'une façon, l'éduquer d'une façon, réagir à certaines situations d'une certaine façon, eh bien cette personne, il y a de fortes chances à penser aussi qu'elle traduira son couple, qu'elle traduira son épouse, qu'elle appréciera son épouse selon les réactions que sa mère lui a inculquées. Voilà pourquoi, très chers amis, il est de la plus haute importance eh bien, d'avoir cette neutralité, cette façon de penser, de dire que quand bien même on a eu une éducation, quand bien même on a eu une façon de penser toute notre jeunesse, eh bien, mettre de côté cette façon de penser pour espérer construire. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens, inconsciemment, ont beaucoup de mal. Et le but de ces restaurants, le but de ces réunions, c'est justement de remettre un petit peu, même si on a 20, 25 ans, 30 ans de mariage, de remettre les compteurs à zéro, de se dire maintenant peut-être que j'ai pris une conduite dans mon couple qui n'était pas saine. J'ai pris une conduite dans ma façon de voir qui n'était pas celle qui pouvait m'aider à me rapprocher de mon conjoint. Bien au contraire, je me suis retrouvé la plupart du temps contraire à ce que mon conjoint espérait avoir de moi et qui était normal en fait. Mais comme je n'ai pas grandi dans la même éducation, comme racontait un rave une fois, on est venu le voir pour divorcer. Et d'où était partie l'envie de ce divorce? Eh bien, elle était partie de la façon de presser un dentifrice. Alors, ça paraît un petit peu absurde, cette histoire, mais la femme, l'épouse de ce couple-là, descendait d'une famille qui était très économe. Et donc, elle avait vu de nombreuses fois ses parents pousser le dentifrice jusqu'à la dernière goutte. Ce qui n'était pas le cas du côté du mari. Il avait vécu dans une famille qui était tout ce qui était de plus large. Et donc, chez lui, on ne pressait pas forcément les dentifrices jusqu'à la fin. Et donc, les premiers mois du mariage, c'était un sujet un petit peu de rigolade. Bon, tu devrais essayer le dentifrice, ça se bouge qu'au bout, allez, fais un effort. Et puis, petit à petit, la zizanie s'est installée à cause de ce dentifrice. Ça paraît enfantin, très chers amis. Mais la plupart des disputes qui se créent dans un couple, eh bien, sont souvent enfantines. C'est-à-dire qu'on n'a pas dépassé le cap de se dire finalement, eh bien, je vais faire un effort de plus. Comme je disais encore ce soir à un khatan que je prépare, une fois on est venu voir le Rav Chaim Kanievski et Rav Shar, excusez-moi, et le Rav a demandé quelle est ta requête, mon fils. Il dit, Rav, j'aimerais que vous me donniez une ou deux règles par lesquelles j'aurais le mérite de pouvoir réussir mon mariage. Le Rav Shach, il a dit, j'ai 3 règles à te donner. La première règle, apprendre à céder. La deuxième règle, apprendre à céder. Et la troisième règle, apprendre à céder. Voilà, c'est-à-dire que finalement, plus on va chercher à tirer la corde de notre côté, plus on va chercher à vouloir, quelque part, avoir l'emprise sur la situation, même quand on a tort, eh bien, la corde sera tirée de nouveau de l'autre côté. Mais quand on a cette envie d'avancer, et c'est pas pour rien qu'il a été dit, fais-la un roi, fais-le un roi, elle te fera une reine, fais-la une reine, elle te fera un roi. C'est pas simplement des histoires à l'eau de rose. C'est pour dire que quand on a donné l'envie à l'autre, eh bien, de faire du bien, l'autre forcément veut lui aussi faire du bien. Plus vous vous entêtez à prendre un chemin qui n'est pas celui que votre conjoint désirerait avoir, et plus vous pouvez être sûr que lui tirera, eh bien, de son côté la corde. On raconte une histoire qui est assez admirable dans une yeshiva où les moyens étaient très maigres et les élèves de cette yeshiva n'avaient pas beaucoup de couverture. Ils se prêtaient la couverture. Et on s'est rendu compte qu'à un moment, une couverture suffisait pour des dizaines d'élèves. Comment c'est possible? Une couverture pour des dizaines d'élèves.
Comment c'est possible? Et à ce moment-là, très chers amis, eh bien, on s'est tout simplement rendu compte que ces élèves ne gardaient pas uniquement la couverture sur eux-mêmes, mais chacun à son tour voulait déjà qu'elle soit dans le lit de son ami. Et donc personne n'avait froid finalement. Donc c'est peut-être ça le pilier, si on pourrait dire ainsi, de la bonne relation dans un couple. Quand on essaye de penser à l'autre, quand on essaye simplement de vouloir le bien de l'autre, à ce moment-là, on a la même envie de donner à l'autre. Et à ce moment-là, il n'y a plus de problème de confrontation, parce qu'à ce moment-là, on se retrouve dans un esprit d'avoir envie de donner à l'autre. Un peu comme disait un rave, le couple, c'est comme un miroir. Les défauts, très chers amis, que je retrouve chez la personne qui est en face de moi, c'est souvent les défauts qui me concernent. Vous allez me dire, mais des fois, moi, je fais des efforts. Faire des efforts, ce n'est pas assez pour prétendre à ce que l'autre soit complètement parfait. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'une personne, très chers amis, elle peut prétendre dire « je veux que tu sois, je veux que tu sois, je veux que tu sois ». Mais toi, où est-ce que tu en es dans ce niveau-là? Si tu es parfait et que tu n'as rien à te reprocher, alors effectivement, tu peux prétendre à dire « j'ai envie que tu sois ». Mais si tu n'es pas parfait et que toi-même tu as du mal, comment veux-tu que ton conjoint, lui, soit parfait? Prenons l'exemple du titre de ce soir, puisque nous allons incessamment, sous peu, nous plonger dans le sujet. J'aimerais que mon conjoint soit moins nerveux. Est-ce que moi, véritablement, je suis irréprochable sur la domination de mes nerfs? Ou bien, moi aussi, j'ai souvent les nerfs à fleur de peau. J'ai souvent des reproches à faire aux autres. Je suis souvent en train d'oublier de quel pied il faut se lever le matin. Alors, comment veux-tu que ton conjoint soit différent de toi quand toi-même tu as ces défauts? Et c'est peut-être ça, la préambule de ce cours. Un des tempéraments, très chers amis, et là nous allons rentrer dans le vif du sujet, les plus mauvais qu'un homme puisse avoir, c'est la colère. La colère, c'est quelque chose qui est terriblement handicapant pour une personne. Aujourd'hui, dans la société, on ne peut pas supporter les gens coléreux. Comment voulez-vous qu'un couple marche quand au sein de ce couple, il y a quelqu'un de coléreux? Je ne parle pas de simple accès de colère de temps en temps, parce que même ceux-là sont nauséabonds. Jusqu'à que la Gemara dira quelqu'un qui s'énerve, c'est comme s'il servait un culte idolâtre. L'explication simple qu'on pourrait donner, c'est que quand je m'énerve, je livre ma personnalité, je livre ma façon de me contenir aux nerfs. Donc j'ai donné quelque chose à une force étrangère. Donc c'est quelque chose de très très grave. La Gemara dira Kol hakoes ke'ilu oved avodazara. Tout celui qui s'énerve, c'est comme s'il cultivait des cultes idolâtres. Un homme qui s'énerve, très chers amis, ou une femme qui s'énerve, laisse la logique complètement de côté pour lui donner libre accès à ses pulsions. Un homme ou une femme qui s'énerve fait écran sur tous les principes qu'elle a pu construire. Comme j'ai dit ce samedi soir, une personne qui s'énerve, c'est comme quelqu'un après la dafina du Shabbat matin. Vous vous êtes vu quand vous mangez une daf ou une kaïla ou un couscous tunisien ou marocain ou algérien ou ce que vous voulez. Essayez de vous lever après et de vous concentrer sur une discussion ou lire un livre. Essayez. Vous avez le sommeil qui vous emprise. Vous avez l'envie. Vous n'avez qu'une seule chose, qu'une seule envie, c'est d'aller vous coucher et vous endormir. Quelqu'un qui est sous l'emprise de la colère, il n'a qu'une seule envie, eh bien, c'est de décrocher avec la réalité. Et c'est ce problème, très chers amis, que nous allons essayer ce soir, de
partager ensemble. Quelqu'un qui s'énerve, très chers amis, c'est celui qui n'est plus capable de discerner le bon du mauvais. Il pense qu'il a entièrement raison sur toute la ligne. Il pense que les gens qui l'entourent le persécutent. Il pense qu'à la synagogue, il est poursuivi. Il pense que dans son couple, son mari ou sa femme ne l'aime pas. Il est en permanence à chercher à dire quelque chose sur les personnes qui l'entourent et il ne vivra jamais sa vie pleinement. Parce qu'au lieu de profiter de l'instant présent, de l'endroit où il se trouve, il sera encore en train de marmonner ou de psalmonner des reproches ou un mal-être autour de lui. Et donc à ce moment-là, très chers amis, le fil sur lequel tient son mariage peut difficilement tenir parce que on peut vivre avec une personne nerveuse 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais à un moment, eh bien, la carafe déborde et on se retrouve à se dire finalement, est-ce que la personne avec laquelle je me trouve en ce moment est finalement la personne avec qui je souhaitais vivre? Tout ça pourquoi? Parce que la personne qui s'énerve communique un stress autour d'elle qui n'est pas possible à gérer. Et les personnes qui entourent cette personne nerveuse vont être sur le qui-vive de se dire à chaque instant « Comment va-t-il réagir ?» Elle va rentrer à la maison après une journée de travail épuisante. Comment va-t-elle réagir? Il est parti depuis ce matin. Attention que tout le monde lui dise bonsoir quand il rentre, sinon... Les enfants ne vont-ils pas l'exaspérer? Vous savez, je ne peux pas oublier. Puis entre-temps, vous qui nous regardez ce soir, partagez d'où vous nous regardez. Ce serait intéressant de voir, eh bien, où est-ce que le Selfie Torah se propage. Dites-nous d'où vous venez. Dites-nous, eh bien, si vous avez des questions, partagez-les, puisque ce soir, justement, c'est le but de ce direct, eh bien, c'est de partager comme nous le faisons lors des restaurants à Marseille, lors du cours. Eh bien, à la fin, nous passons justement entre les tables des participants pour réagir. Ce soir, bonsoir Brian Ariel Boisis de Paris. Bien que nous soyons à Marseille, nous t'accueillons avec plaisir, eh bien, sur ce Selfie Torah. Le sport sera mis de côté ce soir. Mais juste pour vous raconter une anecdote, le temps que vous nous écriviez chacun la destination de votre vision, eh bien, une anecdote qui s'est passée il y a de ça des années et des années. J'avais un ami proche, eh bien, qui très souvent me sollicitait. Je t'en supplie, Jonathan, invite-moi. Ce Shabbat, tu peux m'inviter. Shabbat prochain à Souda, Shishit. Peut-être que même pour vendredi soir, tu pourrais m'accueillir et tout ça. Je comprenais pas. Je disais, il a quand même une famille, il a quand même des parents, ce jeune homme. Et puis petit à petit, bonsoir à Madame Lévy. Et puis petit à petit, ce garçon-là, il s'est avéré qu'en fait, les parents, ou plus précisément, je ne rentrerai pas dans les détails pour ne pas divulguer son identité, mais un des parents piquait chaque vendredi soir des crises de nerfs. Et cet enfant n'avait qu'une seule envie, c'était de s'enfuir de ce cocon. Parce qu'on n'a pas encore parlé, bonsoir Madame Sidbon, on n'a pas encore parlé de l'impact que peut avoir ces crises et ces colères sur les enfants. Combien de fois on l'a dit lors de nos conférences et de nos shiurim, très chers amis, que la relation des parents dans le couple est directement liée à la réussite des enfants. Que vous le vouliez ou non, je revêtis très souvent la casquette, pour ne pas dire tous les jours, de professeur, et j'ai des enfants en classe. Et ces enfants-là, au fil du temps, je suis capable, sans avoir forcément, bonsoir Rosemary, sans avoir rencontré les parents, je suis capable de vous dire quels parents sont équilibrés et lesquels ne le sont pas. Parce que, indirectement, la façon dont je me comporte dans mon couple influence mes enfants. Si les enfants, le matin, quand ils partent de chez eux, ils voient des parents disputer, vous pouvez être sûr que leur scolarité sera fébrile. On ne peut pas être insensible à voir des parents qui, le matin,
s'arrache les cheveux, le soir se claque des portes, le week-end ne s'adresse pas à la parole, le jour des fêtes termine le repas. Quelle vie c'est? Quelle vie c'est pour des enfants, très chers amis, dites-le moi. Quelle vie c'est? Mais le plus dur encore, très chers amis, c'est que pour la personne elle-même qui s'énerve, elle vit une vie qui n'est pas vivable. Vous avez déjà parlé à quelqu'un qui est nerveux? Quelqu'un qui est nerveux, angoissé et stressé, demandez-lui si ça va. Il va vous dire, il y a ça qui va pas, il y a la maison qui va pas, la voiture elle va pas, le boulot il va pas, les beaux-parents ils vont pas, les parents ils vont pas, les enfants, les trucs, le jardin, la voiture, le scooter. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Donc cette personne en elle-même, elle vit un malaise intérieur perpétuel qui à long terme ne peut pas la laisser vivre tranquillement. C'est pas possible. Et vite, très très vite, les gens qui entourent cette personne sont vite convaincus de la sincérité de cette personne. Comme la Gemara le dira, Bishlosha Dvarim. Il y a 3 choses qui caractérisent une personne. Adam Nikar Bekoso. Combien est-ce qu'il boit de verres de pastis, de vin, de whisky, de tout ce qui puisse exister comme alcool. B. Kiso. Dans ce qu'il va pouvoir donner à la Tzedaka. Quand on vient le solliciter, on vient lui taper à la porte, ou on vient le voir à la synagogue, ou dans une soirée, on fait un appel. Combien est-ce qu'il donne? Est-ce qu'il donne de façon large, ou bien il faut le supplier pour qu'il puisse sortir 5 € de sa poche? Et enfin, Beka Asso. Qu'est-ce qui va déterminer la stabilité d'une personne? C'est son pouvoir à réagir, son pouvoir à être stable quand on l'énerve. Est-il stable ou est-il de suite déstabilisé? Et je vais vous dire, la colère, elle va tellement, tellement loin que très souvent, la personne elle-même n'est plus consciente de ses actions. Et puis, on la revoit quelques heures plus tard revenir tête basse et dire, écoute, je suis désolé, je n'étais pas moi-même. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'étais hors de moi. Je n'étais pas moi-même, j'étais hors de moi. C'est-à-dire que la personne elle-même, elle n'a pas su se maîtriser justement dans ces moments-là. Elle ou il a cette petite voix en lui qui lui dit, ne t'emporte pas, tu vas tout gâcher. Ça fait 1 semaine que ta femme elle a préparé ton anniversaire et tu es capable de lui dire, mais le plat n'est pas assez salé, le plat n'est pas assez cuit, tu aurais pu mettre... Mais je comprends pas, tu vas plomber l'ambiance. Tu es en train de plomber ce qu'elle a préparé depuis 1 semaine. Et je vais vous dire quelque chose qui peut-être n'est pas agréable à écouter, mais la colère, elle est directement liée à l'orgueil qu'une personne, elle peut avoir. Plus une personne, elle est remplie d'orgueil, et plus elle n'est pas prête à écouter autour d'elle ce qu'on va lui dire, parce qu'elle a un manque à peut-être combler, et que ce manque-là, très chers amis, il va être comblé par l'intermédiaire de la colère. Et donc, en d'autres termes, très chers amis, comme le dit ici, puisque ce soir, c'est de Rav Simcha Cohen que je tire ce cours, et d'ailleurs, toutes les choses que je dirai ce soir, eh bien, c'est de ce Rav, et les bêtises, et ce que je risque de dire de façon erronée, faites-les dépendre de moi. Dira le Rav, la colère est peut-être des fois la manière de pouvoir obtenir ce qu'on n'est pas capable d'obtenir par d'autres moyens. Le Rav racontera qu'une fois un homme est venu le voir en lui disant « Écoutez, Rav, je ne peux plus supporter, ma femme s'énerve sur tout ce qui bouge. » Et le Rav s'est rendu compte qu'en fait, cette dame avait une très très mauvaise appréciation de sa belle-mère. Elle avait vu comment est-ce que sa belle-mère se comportait avec son beau-père, et elle s'était dit que dans son couple, ça ne serait jamais comme ça.
Et donc, dès qu'elle avait l'impression que son père, que son mari, reproduisait ce qu'il avait vu chez sa belle-mère, elle mettait un holà en élevant la voix, en poussant des cris. Et donc, finalement, le mari, impressionné de ces accès de colère, certes s'arrêtait, mais s'inquiétait de plus en plus. Il est donc évident, dira le Rav, que la plupart du temps, quand un des conjoints s'énerve, c'est qu'il y a sûrement un manque qu'il n'a pas pu réaliser depuis très longtemps. Et donc le fait de s'énerver, c'est ça qui va quelque part lui donner la possibilité de se mettre en valeur et de dire « Attention, je suis là, regardez-moi ». Et quand on voit véritablement les causes des accès de colère, on se rend compte que effectivement, ce sont pour des manques qui n'ont pas été comblés. Le coléreux va s'énerver, par exemple, pour tout ce qui est matériel qu'il n'a pas pu obtenir. Il n'y a pas à manger. Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se fait qu'un repas n'a pas été prêt? Mais ta femme, elle a peut-être subi la même journée, voire plus que toi. Il n'y a pas à manger. Eh bien, fais-toi à manger. Prends l'initiative de commander quelque chose. C'est-à-dire que des fois, au lieu d'utiliser la colère pour exprimer, dans ce cas précis, la faim, utilise ta colère pour trouver une solution très rapide et fais livrer sur le champ un repas qui fera le plaisir de tout le monde. Ou bien, la colère, des fois, est peut-être aussi pour combler un manque moral. La personne ne se sent pas assez respectée dans son couple. La personne ne se sent pas assez mise en valeur. Et donc forcément, si elle ressent ce manque de plus en plus et qu'elle n'est pas capable de l'exprimer, qui peut exprimer et dire « j'ai un manque » ? C'est peut-être, comme nous l'avons dit samedi soir dernier, lors de la conférence « Tu m'écoutes ou je parle au mur », c'est peut-être le point le plus difficile dans un couple, c'est d'exprimer son besoin. Parce qu'il y a un certain orgueil et une petite voix qui te dit « Mais finalement, pourquoi est-ce que moi, je vais me confier? Est-ce que lui ou elle se confie ?» Et cela, à l'endroit où nous nous trouvons, eh bien, va nous apprendre déjà un élément très très important. Si vous faites partie de ces couples où, à l'intérieur, il y a un conjoint qui s'énerve quotidiennement, que vous n'avez pas la possibilité de le canaliser ou de le comprendre, n'y a-t-il pas quelque chose qui fait que le seul moyen qu'il puisse obtenir ce qu'il veut, c'est par les nerfs? N'y a-t-il pas un manque qui fait que peut-être sa seule façon d'exprimer son manque, c'est justement les nerfs? Or, une fois, le Rav Simcha Cohen a conseillé à quelqu'un qui justement était venu de se plaindre de son mari, qui ne faisait que de crier. Le Rav lui a dit, vous allez mettre en pratique cette façon de réfléchir. Quand votre conjoint vient et vous demande quelque chose en criant, ne lui donnez rien du tout. Mais quand il vient et qu'il le demande de façon agréable, donnez-lui ce qu'il veut et encore plus. Et ça, je vais vous dire, c'est un principe exceptionnel. Un enfant qui, pendant des mois et des mois, vous donne des difficultés dans un certain domaine et que vous ne savez plus par quel moyen prendre le taureau par les cornes, soyez attentifs à voir ne serait-ce qu'un chouïa d'amélioration. Soyez attentifs de voir ne serait-ce qu'un tout petit retournement de situation pour faire une fête à cet enfant. Je vous donne un exemple. Un enfant qui a des difficultés à réussir à l'école et qui a des notes exécrables, à votre sens bien évidemment. Entre parenthèses, j'ai toujours entendu dire que on ne peut pas crier un enfant sur la note. On peut crier un enfant sur les efforts qu'il a fait. C'est-à-dire que si un enfant
a été capable de faire tous les efforts qui étaient entre ses mains et que malgré ça, il obtient un 4 sur 20, vous ne pouvez pas lui faire de remontrance. L'enfant a donné le maximum. Mais si cet enfant-là n'a pas donné le maximum et qu'il était capable de faire bien plus, à ce moment-là, vous pouvez demander à cet enfant des comptes et dire pourquoi tu n'as pas été capable de faire mieux. Reprenons l'idée de cet enfant qui a des difficultés à l'école et avec qui, depuis des mois et des mois, vous ne savez plus comment faire. Soyez attentifs à la moindre différence, au moindre changement. S'il est capable même de vous ramener une fois un 3 sur 20, alors qu'il ramenait tout le temps 0, faites une fête pour ce 3 sur 20. Donnez-lui l'importance de la réussite. Et à ce moment-là, vous allez voir qu'il va gagner confiance en lui comme il n'a jamais donné confiance. Eh bien, c'est ce que le Rav Simcha Cohen a dit à cette épouse dont le mari était très coléreux. Il a dit, quand il s'énerve pour demander quelque chose, ne lui répondez pas. Et quand il est agréable et qu'il demande les choses de façon beaucoup plus responsable et beaucoup plus respectueuse, donnez-lui plus et même encore plus que ce qu'il demandait. Et je vais vous dire, quand bien même, depuis à peu près une demi-heure, nous sommes en train d'expliquer que la colère est quelque chose de néfaste, dira la Gemara qui se trouve, le Maxime des Pères, chapitre 5, verset 12, Arba midot badeot. Il y a 4 façons dans la réflexion. Noach lichos ve noach leratzot. Quelqu'un qui s'énerve très très vite, mais qui se calme très rapidement. Dira la Gemara, cette personne-là, quand bien même elle a du mérite, puisqu'elle se calme, mais ce mérite est rapidement perdu, puisqu'elle va très vite se réénerver. Deuxième qualité, cache elichos. Il met du temps à s'énerver. Mais alors quand il s'énerve, il faut pas l'approcher. Cacher l'irhos, et alors à ce moment-là, excusez-moi, sur celui qui met du temps à s'énerver, mais qui s'énerve longuement, Yatsa efsedo bisraro. Lui aussi, il a perdu ce qu'il avait gagné de ne pas s'énerver. Et enfin, cache elichos venoach leratzot. Celui qu'on a du mal à énerver et qui se calme rapidement, chassid, c'est un pieux. Noach lichos, celui qui s'énerve, veut cacher les ratzot. Et il est très difficile, Racha, c'est un mécréant, il est très difficile de le ramener à la raison, c'est un mécréant. On voit ici, très chers amis, que le chassid, le pieux, n'est pas forcément celui qui s'énerve pas. Parce qu'on va peut-être, dans quelques instants, citer qu'il y a des endroits où véritablement il faut montrer un mécontentement. Mais le chassid, le pieux, est celui qui s'énerve difficilement et qui se calme rapidement. Voilà donc peut-être un état d'esprit à retenir. C'est-à-dire que on peut avoir des accès de colère, mais est-ce que cette colère macère? Il y a des gens, quand ils se disputent dans leur couple, ils sont capables de rester disputés des semaines, on l'entend. Moi-même étant médiateur familial, on me raconte que des fois, des semaines durant, les personnes ne se parlent pas. Or ça c'est très compliqué, très chers amis. Quelqu'un qui décide de se disputer, ça peut arriver. Mais quelqu'un qui reste des semaines disputé, c'est quelque chose qui non seulement fermente, mais qui à la longue pourrit. Les rabbinim m'ont toujours donné comme conseil de ne pas laisser passer une nuit sans qu'on puisse se réconcilier. C'est quelque chose qui est élémentaire dans le couple, parce que si on laisse macérer la dispute, il y a de fortes chances à croire, qu'à la fin, des conclusions les plus néfastes peuvent être tirées, puisque on ne voit pas de jour à cet orage. Et à ce moment-là, petit à petit, on tire des conclusions qui ne devraient pas être les bonnes conclusions.
Et comme le dit Rabbeinu Yonah, très chers amis, al kol panim, par-dessus tout ce qu'on vient de dire, yesh lo le adam lichos. Il y a des fois où l'homme doit montrer son mécontentement. Arbekoshi ou mitkatsef lifamim. Mais que ça reste très rare. Asher lo nitan lo reshut la'amod shelo yichos, ki tzarich liot lo argasha ba'elbonim asher ya'asu lo bene adam. ועל זה אמרו חכמי המוסר במבחר הפנינים, אל תהיה מתוק פן יבלעוך. On ne peut pas être, comme diraient aujourd'hui les gens, un tapis. Mais d'un autre côté, on doit rester sensible aux affronts que les gens peuvent avoir à cause de ma colère. Et je vais vous lire un Maïmonide, un Rambam à la suite de ça, parce que on est un petit peu partagé, d'après ce que je vous lis ici. D'un côté, le Rabbeinu Yonah dit on ne peut pas être un tapis. Donc finalement, à chaque fois que mon mari ou ma femme va me faire quelque chose, ben, il va falloir que je réagisse. Il va falloir que je lui montre qui je suis. Bonsoir à Edgar Atlani qui nous rejoint de Paris. Alors, le Rambam va nous dire Aderer Hayeshara, le chemin droit qu'il faut prendre, imita Benonite. Il doit être un chemin du milieu. Shebechol dea vedea mikol adeot sheyeshlo le'adam, dans tous les comportements qu'un homme puisse prendre, vehi adea sheirechoka mishte akitzavot richuk shave be'ena krova lo lazu velo lazu. On doit rester dans un certain milieu. Les ikar tzivu chachamim areshonim sheye adam sham daotav tamid umeshaer otam umechaven otam derech haemtzait kede sheyeshalem megufo. On a demandé à quelqu'un d'être ni trop coléreux, ni d'être quelqu'un qui tolère. Vous comprenez, on ne peut pas tolérer tout dans un couple, c'est pas possible. Dire tout amen, on doit exprimer les sentiments. Si on n'est plus capable d'exprimer nos sentiments, c'est qu'on vit en fait ensemble uniquement pour payer les factures, donner à manger aux enfants et avoir un toit où se loger. Donc on doit s'exprimer, on doit exprimer un mécontentement. Mais ce mécontentement, est-ce que c'est une colère qui explose à l'extérieur de moi et qui n'est plus gérable? Ou bien c'est quelque chose que finalement je peux gérer? Loye baal chemanoar lichos velo kemet sheno margish, dira Maïmonide. D'un côté, il ne doit pas être comme un fougueux qui s'énerverait et qui serait incontrôlable, mais d'un autre côté, ne pas être, que Dieu nous en préserve, comme un défunt qui ne sent plus rien. Lo yichos al davar gadol sheraou lichos alav shelo yase kayotze bo bepa'am acheret. Lo yichos ela al davar gadol. Vous savez, j'avais un rave que je ne vais pas citer son nom parce que j'aurais peur d'abîmer le sens des paroles qu'il nous avait transmis, mais son enseignement, j'aimerais vous le transmettre. Il a souvent dit, au sujet de l'éducation, qu'il ne faut pas être exigeant avec les enfants. On ne doit pas avoir cette exigence permanente et perpétuelle. Mais d'un autre côté, disait le Rav, il y a ce qu'on appelle le tableau, la misguérette. Il y a des domaines où il y a exigence à avoir. Il y a des moments où, effectivement, on doit montrer notre mécontentement quand les enfants, comme par exemple, abuseraient sur un domaine qui relève de la sécurité morale, de la sécurité ou de la morale de l'enfant. S'ils dépassent les bornes, alors à ce moment-là, se manifester. Et que même quand je me manifeste vis-à-vis de mes enfants ou vis-à-vis de mon conjoint, alors j'ai la pression qui monte, j'ai les nerfs qui montent. Est-ce que je suis capable, après ces nerfs, de reprendre mon discours de façon normale et reparler un petit peu de tout et de rien? Si la pression est restée en moi, eh bien véritablement, c'est que la colère qui est en moi n'est pas saine. Mais si, immédiatement après avoir exprimé mon mécontentement, je suis capable de reprendre un discours normal, eh bien à ce moment-là, c'est une colère saine, c'est une colère qui est gérée,
Et c'est une colère qui peut même générer des bénéfices qui des fois peuvent réveiller la personne à la réflexion. Et ceci est le même principe tant dans le couple pour un parent ou pour un enseignant. Que se demande chaque parent qui nous regarde ce soir? S'il y en a parmi nous, dites-le nous. Si vous êtes parent et ça vous arrive de vous énerver, combien de fois vous vous énervez? Combien de fois par jour? Combien de fois par semaine vous êtes capable de sortir de vos gonds? Combien de fois? C'est exactement ça qu'il faut analyser. Quelle est la régularité de mes accès de colère? Si pour chaque chose qui ne me correspond pas ou qui ne me convient pas, je sors de mes gonds, il y a de fortes chances à croire que la colère que j'utilise n'est pas une colère saine. Mais si je suis capable de montrer mon mécontentement et de montrer un certain agacement, un certain énervement, que de temps en temps pour des causes bien précises, et que même à l'issue de cette colère, je reviens dans un comportement normal, là, on peut être sûr que cette colère est saine. Et c'est ça que conclura le Rambam. Akaas midara'i ad lemeod. La colère est quelque chose de nauséabond et de mauvais. Veraoui le adam sheitrachek mimena ad katse ha'acher. Et il faudrait que l'homme s'en éloigne jusqu'à l'autre côté. Veilmad atzmo shel ichos ve'afilu al davar sheraou lichos. Et qu'il ne s'énerve pas même sur quelque chose qui pourrait s'énerver. Ve'im ratza le'atil ema albanav ubne beto kede sheyarzeru la mutav. Alors dit le Rambam, mais des fois, nos enfants ou la personne avec qui on vit nous force à accéder à cette colère. Ketzad yaseh. Comment on va faire? Yerae atzmo bifnehem sheu kodes kede liyasram vetied da'ato meushevet beno leben atzmo ki adam sheu medame koes beshat kaaso veu eno koes. Le Rambam a dit quelque chose d'extraordinaire, très chers amis. A dit Maïmonide, la vraie colère, si véritablement je dois avoir accès à la colère, doit être un spectacle de théâtre. Et si je vous demandais, pour rigoler maintenant, de faire semblant de vous énerver, vous serez capable. À l'extérieur, on verrait un visage énervé, sérieux et tout ça. Mais à l'intérieur, vous êtes en train de penser au jeu que Rav Chokron vous a fait faire. Et donc, à l'intérieur, tout est calme et tout est apaisé. C'est juste le visage. Dit Maïmonide, c'est exactement la colère qu'on doit adopter quand il faut l'adopter. Que ce soit comme une scène de spectacle, de théâtre. Je m'énerve, je montre quelque chose de nerveux. Personne n'est censé savoir qu'à l'intérieur, tout est calme et tout est plat. J'ai une efficacité dans cette façon de faire. Et à l'intérieur de moi, je suis resté calme et apaisé. Ceci s'appelle une colère saine. Et dans la Torah, très chers amis, à un moment, Akadosh Baruch Hu doit s'énerver contre le peuple juif, ou plus précisément, contre Moshe Rabbeinu. Vaïcharaf Hashem Bam Vayelach. Il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu s'est énervé contre Moshe Rabbeinu et il est parti. Et on pourrait se poser la question, de quoi est-ce qu'on parle ici? Or, quand on voit dans les psukim, Vaïcharaf Hashem Bam Vayeler, Akadosh Baruch Hu ne s'est pas énervé contre Moshe Rabbeinu. Il s'est énervé contre Aaron et Myriam parce qu'ils avaient parlé sur Moshe Rabbeinu au sujet de la femme qu'il avait prise. Et à ce moment-là, c'est écrit Vaïcharaf Hashem Bam Vayeler. C'est-à-dire que d'abord, on explique dans le pasouk pourquoi Hachem s'est énervé. Ensuite, Hachem s'énerve
et le message passe. C'est-à-dire que ici, en fait, ce que la Torah veut nous montrer, c'est que d'abord, Akadosh Baruch Hu a expliqué à Aaron et Moshe pourquoi il s'énervait, et à Aaron et Myriam pourquoi ils s'énervaient. Vous avez dit du Lachon Hara sur votre frère, et je n'ai pas pu supporter ce que vous avez fait, et à ce moment-là, Vaïcharaf Hashem. Dira le Sifri, Me'achar she'odia sirchonam, ou plus précisément, Rashi au nom du Sifri, Me'achar she'odia sirchonam gazar aliyam nidoui. Après qu'Akadosh Baruch Hu leur ait donné la raison de la... Pourquoi est-ce qu'il allait s'énerver? Alors à ce moment-là, il les a mis en quarantaine. Kalvachomer les bassar vadam, à plus forte raison pour un homme, shelo yichas al chaveru atchi odinu sichrono. Si simplement j'explose contre mon conjoint sans lui avoir expliqué au préalable pourquoi j'explose, le message ne passera pas. On verra simplement un homme ou une femme désemparé, coléreux, rouge, écarlate. Mais on ne sait pas pourquoi tu t'énerves. Alors que si tu as expliqué la raison pour laquelle tu t'énerves, d'accord? Alors à ce moment-là, le message, bien évidemment, va passer beaucoup plus simple. La Torah nous a donc dit un principe. Avant de t'énerver, essaye de t'expliquer. Et très souvent, c'est ça qui manque dans un couple. L'explication, le dialogue, la possibilité de dire à l'autre « je me suis énervé parce que… » ou « je vais m'énerver ». Mais ça, c'est un petit peu plus… quelque chose qui relève de l'impossible. Dire à quelqu'un « je vais m'énerver parce que… » ce serait l'idéal. Akadosh Baruch Hu a eu ce comportement. Comme quelqu'un est venu voir une fois le Rav Simra Cohen et il a dit « j'explique toujours à ma femme, je crie, je deviens rouge, elle voit que je suis en colère et rien ne change. » Mais forcément, lui a dit Rav Simra Cohen, elle ne comprend pas. Le problème de ce mari, ou même, ça pourrait être une femme, c'est qu'il exprime son malaise par la colère. Or, le malaise serait beaucoup mieux passé si la personne était capable d'expliquer d'où vient le malaise. Et donc, le principe peut-être de ce soir, très chers amis, est de dire que plus un homme ou une femme ne va pas s'expliquer, ne va pas dire à son conjoint son mal-être, il y a de fortes chances que la personne ne le comprend pas. Parce que ce qui fait que le courant, ou plutôt le dialogue, ne passe pas entre un homme et une femme pour la plupart du temps, c'est qu'il n'explique pas sa souffrance, il n'explique pas son mal-être. La plupart du temps, si on prenait le temps, justement, d'expliquer à la personne qui nous fait face le malaise, peut-être que d'elle-même, elle changerait parce qu'elle verrait ô combien est-ce que ça me dérange. Mais si quand je rentre, je suis une boule de nerfs, et j'explose, et je crie, et je veux rien comprendre, la personne a en face d'elle un spectacle des plus abominables, sans forcément avoir donné une explication saine, claire et nette. La table n'est pas mise le Shabbat, tu rentres, tu exploses. Qu'est-ce que c'est ça? Leur dis qu'il nous est arrivé. C'est pas comme ça qu'il faut agir. Rentre, prends un livre, discute avec tes enfants, mets toi-même la table. Ta femme, elle a travaillé toute la semaine, elle n'a pas eu le temps de faire plus, mets toi-même la table. Et puis un jour, à l'occasion, quand la situation sera saine et paisible, à ce moment-là, tu prendras un livre d'Halakha et tu expliqueras l'importance d'avoir une table dressée. Ou alors, t'as un mari qui est désordonné. Il jette toutes ses affaires dans la maison. Et tu n'en peux plus. Dès qu'il va mettre une chaussette par terre, tu vas exploser. Or, c'est pas la bonne façon. La bonne façon, dans ce cas précis, c'est de lui expliquer, quand le calme, encore une fois, est dans la maison, de lui dire, écoute, moi-même, j'ai une journée très difficile, je rentre à la maison, je dois encore m'occuper des enfants, t'es pas toujours là pour m'aider, et puis quand t'es là, tu fous la panique, et j'ai du mal à vivre. À ce moment-là, il y a de fortes chances
que le message passe différemment que si vous aviez crié délibérément. Ce qu'on se rend compte souvent, c'est que la plupart du temps, l'explication du mal-être serait 100 fois mieux passée que le fait que le conjoint s'énerve et perde ses moyens. Parce que pour la plupart du temps, quand on perd ses moyens et qu'on s'énerve, ce sont pour des choses qui ne valent vraiment pas la peine. Le petit il a renversé son assiette par terre. Combien ça prend de temps pour nettoyer avec 2 lingettes cette assiette? 2 minutes. Combien de temps ta crise de nerfs, elle va rester? 2, 3, 4, 5 jours. Hors taxe. Hors taxe. Parce qu'après, tu vas devoir rembourser tous les frais que ça t'a coûté, cette colère. La petite, elle a déchiré sa robe. Ok, c'est une robe de Zara. Ok, elle coûte 40 €. Mais au bout du compte, est-ce que c'est une raison pour gâcher toute sa soirée et aller marmonner dans ta chambre que tu en as marre de tes gosses? Un des conjoints dit sur l'autre, espèce d'andouille. Tu lui fais la tête pendant 3 jours parce qu'il t'a dit andouille. Réponds-lui endive, endive andouille. On n'est pas à ça près. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que la plupart du temps, ces colères-là, au lieu qu'elles soient pour des valeurs qui des fois devraient être utilisées avec de la colère, c'est pour des choses qui sont futiles. Ces petites choses, elles ne devraient pas gêner plus que ça. Et pourtant, on a des fois des gens qui vont sortir de leur gond parce que, sans faire exprès, il y a une petite tache de fraise qui a été faite sur son ensemble et tu vas l'entendre hurler toute la soirée sur cette petite tache qui a été faite sur son ensemble. Et là aussi, très chers amis, j'aimerais quand même donner un élément de réflexion qui soit très très fort. Est-ce que, prenons par exemple un conjoint qui cherche de l'attention et qui n'a pas eu réponse à son attention et qui, jour après jour, elle a essayé de te le répéter 10 fois qu'elle voulait que tu lui parles. Elle a essayé de te le répéter 10 fois d'arrêter de sortir le soir avec tes copains, boire des bières. 10 fois, elle t'a dit d'arrêter d'aller jouer au foot et tu ne l'as pas pris en considération. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Eh bien, elle arrive à une seule conclusion, ou il arrive à une seule conclusion, mon mari ou ma femme ne m'aime pas. Eh bien, après une telle conclusion, à partir de là, chaque dérive, même la plus petite, il ne m'a pas beurré ma tartine, j'explose en pleurs. Elle ne m'a pas fait mon petit plat que j'attendais, je lui fais une histoire. Est-ce que finalement, c'est le problème de la tartine beurrée? Est-ce que finalement, c'est le problème de la loubia qui n'a pas été faite? Pas du tout. C'est ce manque d'attention qui petit à petit s'est accumulé et qui vont faire qu'à la fin, cette petite goutte d'eau qui s'appelle tartine non beurrée ou loubia non faite, qui vont faire exploser la situation. Cela veut dire que des fois, très chers amis, si vous avez un conjoint ou une conjointe qui délibérément s'énerve, posez-vous la question si finalement il n'y a pas un problème beaucoup plus profond que le conjoint ou la conjointe n'est pas capable d'exprimer. Et comme elle n'est pas capable de l'exprimer, eh bien, elle exprime sur des choses qui des fois paraissent futiles. Le conjoint qui n'est pas avisé de ce mécanisme, très chers amis, peut vite s'affoler et vite, sans vouloir faire peur à personne ce soir, se retrouver devant un bed-in pour exiger une rupture totale. Alors qu'en fait, c'est tout simplement la suite logique des choses. Si on n'a pas réparé les petits trous du début, à la fin, on se retrouve avec un cratère. Parce que les petits sentiments mis de côté au début, à la fin, font mousse et vont vite paraître, eh bien, comme des choses irrémédiables. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir d'où ça commence.
et comment s'installe? Est-ce qu'à chaque fois que la femme, après une journée de travail épuisante à l'extérieur, a demandé de l'aide à son mari et que celui-ci a refusé, elle déduit qu'elle a un mari qui est tout simplement foutiste. Et donc à la prochaine chaussette retrouvée à l'extérieur du bac à linge, le mari risque de partir avec perte et fracas de la salle à manger. C'est pas le problème de la chaussette, c'est le problème de ce manque d'attention perpétuelle depuis des années de mariage qui ont fait que la chaussette est devenue une source. Est-ce qu'à chaque fois que le mari a fait quelque chose dans la maison pour pouvoir aider au bon fonctionnement et qu'il s'est dévoué, s'est-il vu remercié par son épouse? S'est-il vu mis en valeur? Eh bien, s'il n'a pas été mis en valeur, si on n'a pas apprécié ce qu'il a fait, eh bien, pour la prochaine fois, quand il va même juste descendre une poubelle en bas de la maison, il explosera de colère à la remontée, non pas pour la poubelle qu'il a descendue, mais pour le manque de reconnaissance qui s'est accumulé au fil des années. Et ce qui ne facilite pas les choses, très chers amis, c'est quand on compare. Il ne faut pas comparer un homme qui revient du travail en disant que son copain lui a raconté toutes choses merveilleuses sur sa femme et ce qu'elle faisait pour lui et ce qu'elle faisait quand il rentre à la maison. Il dit, tu vois ce qu'il m'a raconté Bertrand, tu vois ce qu'il m'a raconté Sébastien, tu vois ce qu'il m'a raconté Shimon. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné encore plus de discorde. Ne jamais comparer les couples entre eux. Parce qu'encore une fois, on n'a pas la même construction. On n'a pas la même éducation. On n'a pas tout ce qui peut faire que finalement, eux vont s'entendre et eux vont se discorder. Peut-être que Bertrand, lui, à son tour aussi, fait beaucoup de choses pour son épouse. Peut-être que toi, tu le vois au travail comme quelqu'un de fier, mais finalement, il est complètement dévoué à sa famille quand il rentre à la maison. Et donc, le travail que lui a fait en amont, cet iceberg que tu vois en haut, où on lui rend la reconnaissance, est-ce que quelque part, finalement, tout en bas, il n'y a pas une multitude d'efforts qui ont été faits pour qu'à la fin, eh bien, les deux se rencontrent dans un élan d'envie d'aider les... Eh bien, voilà pourquoi la conclusion de ce soir, très chers amis, elle va être très simple. Si on veut avancer dans notre relation du couple, eh bien, la solution d'avoir accès à la colère ne pourra en aucun cas m'aider à avancer. Parce que finalement, comme nous l'avons dit au début de ce cours, la colère va faire qu'en fait, petit à petit, on se retrouve face à un mur qui ne changera pas par l'intermédiaire de ces accès de colère. D'un autre côté, comme nous l'avons dit ce soir, laisser passer tout, ce n'est pas possible, parce qu'on a besoin d'exprimer le sentiment, parce qu'on a besoin d'exister dans notre couple. Mais savoir, comme nous l'avons dit au début, au milieu, et peut-être même à la fin, eh bien que cette colère reste quelque part une carte de crédit, que cette colère reste un plan B, qu'on n'utilise que dans les moments qui sont cruciaux, évidents et indispensables. Dans les autres, eh bien comme nous l'avons dit tout à l'heure, jouer un petit peu cette pièce de théâtre, c'est-à-dire montrer qu'à l'extérieur on est coléreux, mais qu'en fait à l'intérieur tout est calme, tout est sous contrôle, et face à Kadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, que vous soyez toujours dans cet esprit de contrôle, qu'il n'y ait jamais un débordement. Et posez-vous la question, si vous-même vous avez fait ce travail, mais que la personne qui est en face de vous, votre conjoint ou votre conjointe, eux ont encore ces accès de colère, posez-vous la question, pourquoi? Est-ce que cela ne cache pas un mal-être? Est-ce que cela ne cache pas un manque d'attention de votre part? Ce qui est très souvent le cas. Eh bien, à ce moment-là, faire un bilan, réfléchir à ce que, véritablement, on peut arranger dans notre couple. Et Be'ezrat Hashem, par cet intermédiaire, je terminerai en vous bénissant, justement, que tout marche pour vous et que votre relation n'aille
qu'en s'améliorant et que Be'ezrat Hashem, Nishma, Besorot, Tovot, Yeshua, Benechamot, que nous entendions de bonnes nouvelles. Je vais rester encore en ligne, une petite minute s'il y a des questions qui veulent être posées dans les commentaires. Je les répondrai avec plaisir. Sinon, je vous dis à très très bientôt. Nous essaierons, comme nous l'avons dit, de faire en sorte que les soirs ou une fois par mois, voire 2 fois par mois, nous donnons des conférences à l'extérieur. Comme nous l'avons commencé ce soir, nous continuerons dans notre cycle, dans la même fréquence, faire peut-être une fois par mois, cette rencontre Be'ezrat Hashem, et puis nous continuerons à vous faire partager les endroits où nous partons donner des conférences à l'extérieur et où nous avons la possibilité d'installer du matériel pour vous faire partager d'autres thèmes et d'autres conférences. Je vous rappelle que Be'ezrat Hashem, tous les mois, nous organisons par alternance 1 mois sur l'éducation, 1 mois sur le couple, des restaurats. Les restaurats se déroulent à Marseille. On essaye de varier sur les restaurateurs pour pouvoir un petit peu faire travailler tout le monde. Et c'est à l'occasion de ces restaurants que nous délivrons des conférences sur l'éducation et sur le couple. Comme je l'ai dit en début de cours, nous le faisons à Marseille, mais nous nous réjouirons, comme nous l'avons fait il y a de ça pas longtemps à Lyon, avec qui je passe un très très grand bonjour à toute l'équipe de Koulanou. Nous pouvons le faire dans d'autres villes, venir, Be'ezrat Hashem, partager ensemble un sujet. Ça peut être sur le couple, ça peut être sur l'éducation, ça peut être sur les shidurim, et ça peut être sur tous les autres sujets que vous désirez. Je vous dis donc à très bientôt. Nous allons rester encore une petite minute en ligne, si des questions veulent être posées. Sinon, je vous souhaiterai une bonne soirée, et je vous dirai à très très bientôt, Be'ezrat Hashem, pour une nouvelle conférence. Je sais qu'il y a un décalage de quelques secondes, donc j'attends que tout le monde ait bien reçu les messages de la fin pour pouvoir raccrocher ce direct, en espérant que les 10 personnes, voire même plus, qui étaient là ce soir, partageront à leur tour autour d'eux cette conférence. Et Be'ezrat Hashem, je sais qu'il est très tard, 23h08 en France, minuit 8 en Eretz Israël. Le cours a pris du retard, Be'ezrat Hashem. Les prochains, quand nous serons sortis de ce mois tumultueux de Pessah, se passeront beaucoup plus tôt. Nous étions quand même une dizaine à cette heure-ci, c'est magnifique, très chers amis. Donc je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle conférence. Vous avez aussi régulièrement, ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez vous abonner à notre page qui s'appelle Le Selfie Torah Yonatan Chokron, sur laquelle, au moins 2 ou 3 fois par semaine, vous avez des selfies. Ce sont des petites vidéos de 5 minutes où nous avons accès à de multitudes de réflexions. Et il y a aussi les selfies vitamines, des réflexions encore plus fortes. Que tous ensemble, nous puissions nous améliorer, nous puissions voir de bons résultats et que Be'ezrat Hashem, l'apaisement soit dans tous les couples. Et c'est ce que je vous souhaite ce soir. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ces préparatifs de Pessah. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau selfie sur le Selfie Torah. Kol Tuv, Besorot Tovot, Yeshua Benechamot.